Bonjour et bienvenue dans le 27e épisode de Night puis d'Étoiles. Je suis Orion et aujourd'hui les chevaliers s'apprêtent à vivre une expérience hors du commun dans l'esprit d'une désespérée. Silas, c'est à toi je crois de nous livrer le petit résumé de la dernière fois. Avant d'en arriver à cette plongée dans l'inconnu, revenons quelques heures en arrière, durant cette nuit du 26 au 27 juillet 2037, du haut du penthouse de la Conforteresse numéro 5. Les cris de Marisa, l'assistante d'Eva Carpenter, tira les membres de la coterie d'Iseut de leur discussion, et ceux-ci se précipitèrent dans la chambre de la jeune enfant, la jeune prodige, pour la trouver à moitié morte. Blanche comme un linceul et carrément à l'article de la mort. Immédiatement, Iseut s'empressa de tenter des premiers secours sur l'enfant, alors que Gabriel s'échinait à tenter de trouver une éventuelle trace d'effraction, euh, qui est aboutie par un échec. Rien ni personne ne semblait avoir pénétré dans la chambre de notre prodige violoniste. Euh, Les minutes qui suivirent furent un petit peu compliquées. Epeios fut rappelé auprès du groupe afin de discuter un petit peu avec Marissa sous le choc. Et rapidement, la coterie en vint à la, comment dire, à la sensation que tout ceci n'était pas normal. Aucune trace de piqûre, aucune trace de poison, aucune trace de quoi que ce soit. Il semblait que Eva était en train de mourir d'une raison totalement inconnue. Voilà pourquoi euh, il fut décidé de la transférer le plus vite possible à Camelot, directement au centre médical. Et tous partirent avec Marisa, justement, euh, afin d'en pouvoir l'avoir sous la main, afin de pouvoir l'interroger si besoin. Et à Camelot, eh bien, les informations ne furent pas meilleures. Alors que Epeios et Gabriel interrogeaient plus ou moins Marissa sur les routines de vie de la jeune prodige, Iseut, elle, de son côté, acceptait le transfert d'Eva vers le bunker de la section Cyclope, une sorte de laboratoire secret basé sous le QG de Camelot. Un véritable concentré de lutte anti-anathème que la coterie finit par découvrir lorsque Dagonet lui-même convoqua les trois chevaliers euh, dans ce sanctuaire secret de la section, pourtant la section de Gabriel, alors que celui-ci n'avait jamais mis un pied à l'intérieur. Ce fut qu'une série de tests de protection, de douches de décontamination, d'interrogatoires psychologiques et d'intenses illuminations par des UV divers et variés que la coterie finit par rejoindre la chambre médicalisée hautement sécurisée dans laquelle Eva reposait, toujours aussi pâle et pratiquement à l'article de la mort. Dagonet informa la coterie que celle-ci, visiblement, semblait avoir sombré face au désespoir, et qu'aucun moyen médical ne serait en mesure de la soigner. Mais il restait peut-être une dernière alternative. Le prodige, Gauvin, aurait mis au point une technologie visant à introspecter les souvenirs d'une personne, son psychisme, on pourrait dire, de façon récréative. Mais jamais cette technologie n'aurait été utilisée afin d'entrer dans le psychisme d'une personne en train de sombrer face au désespoir. Et Dagonet en est sûr, Eva Carpenter est sous l'emprise d'une entité, nous dirons, maléfique, et qui tente de siphonner les moindres traces d'espoir qui restent encore en elle, sachant que cet enfant possède des meurtrissures de son âme, de son cœur aussi profondes que le seraient les abysses de l'océan.
et que depuis la mort de ses parents, celle-ci, n'a toujours vécu que pour, se faire pardonner d'avoir survécu, à l'accident mortel. Ce fut une lourde décision et difficile décision à prendre au sein de la coterie, car tous n'avaient pas les mêmes avis sur, cette plongée dans les ténèbres, mais l'urgence, autant politique vis-à-vis de l'immortel, Gélam que, sociétaux, car si jamais, l'Arche de la Liberté de Londres venait à apprendre qu'Eva Carpenter avait succombé au désespoir, eh bien les dégâts collatéraux seraient immensément plus dramatiques. Voilà pourquoi nos 3 chevaliers décidèrent, eh bien, de plonger corps et âme dans les tréfonds de ce psychisme tourmenté, soumis, eh bien, aux terreurs de l'anathème, sans savoir ce qu'ils iraient trouver, ni même s'ils en reviendraient un jour. Merci pour ce petit résumé, Plein d'espoir. plein d'espoir, tout à fait. Et avant de plonger dans ces ténèbres, d'abord, générique. Vous sombrez dans un sommeil, dans un coma, dans les ténèbres. C'est une sensation vertigineuse qui vous assaille. Vous tombez dans le noir, jusqu'au moment où vous ouvrez les yeux. Vous mettez du temps à faire le point, parce que vos yeux arrivent à voir dans cette obscurité, une obscurité totale. Vous êtes sans vos armures, dans la chambre du penthouse de la Conforteresse numéro 3, là où tout a commencé, là où se trouve la chambre d'Eva. Son lit défait. Vous retrouvez la pièce en fait finalement que vous avez quittée lorsque vous avez, pris le corps avec vous. Il n'y a pas de trace de Marisa Lang. Vous êtes tous les 3. Il n'y a pas de trace, d'Eva Carpenter. Il y a ces stores baissés sur une ville plongée dans l'obscurité. Il y a cette porte béante et vous voyez les choses en noir et blanc. Vous y voyez clairement malgré la nuit, il n'y a pas de lumière. Il y a cette porte, je disais, béante qui ouvre vers le salon, là où vous aviez attendu, en attendant le cri de Eva. Et il vous parvient une odeur, d'herbe, de terre humide, qui semble venir de la pièce d'à côté. Une odeur peut-être de sous-bois. Je me rapproche de la salle, de la pièce. Ça ressemble, pour beaucoup, non pas au salon que tu connaissais, que tu as visité il y a quelques heures à peine. Ça ressemble effectivement à un bois, dont les arbres hauts s'élèvent dans le ciel, avec une frondaison qui masque, pour beaucoup la lune, car c'est elle qui est la seule à fournir un peu de lumière. Une lune blanche, pâle, et une lumière diffuse un peu violacée. Je on Bien. on se voit tous les 3 ou on est Oui, oui, tout à fait. d'accord. Oui, tous les 3. J'appelle Eva. Jamais. Il n'y a pas de réponse à Eva? ton appel.
Et c'est possible de folder nos armures? De défolder nos armures? Non, elles sont pas là. Vous êtes en guardiane et vous n'avez pas vos armures avec vous. N'oubliez pas que notre perception peut être modifiée. Dans un rêve, parfois les choses, répondent pas comme on le souhaiterait. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait des choses assez, impossibles qui nous arrivent. J'essaie de voler. Ça n'a pas l'effet que tu escomptais. C'est juste, de te Excellent. voir sauter, quoi. Voilà. Bon. Moi, je vais rester Heu, vigilant. est-ce qu'on n'était pas censé avoir je questionne à voix haute, est-ce qu'on n'était pas censé avoir nos IA avec nous? Si, Mmh, des choses qui ont pas l'air de fonctionner correctement. technologie expérimentale. Mm. Ah, on fera sans, c'est pas grave. C'est vrai que j'essaie d'appeler Calliope pour voir si je, je me Personne ne te répond. je mets ma tête dans les mains, je fais Calliope, t'es là? Calliope? Ça marche pas. Non. Par contre, quand tu l'as appelée ainsi, tu as pas entendu une réponse, mais tu as senti une présence, Mm. comme si elle était pas loin. C'est déjà Bon, ça. Bon, on va devoir s'en tenir à nous-mêmes. Soyez prudents parce que je ne sais pas s'il nous arrive quelque chose ici, si ça se répercute, dans le réel. Mm. Par défaut, on va dire que oui. Euh, Avançons. On essaie C'est d'explorer, voir si on trouve pas d'autres portes, peut-être. c'est un bois, mais c'est un bois de quel style? Un Et bois sauvage, un bois, qui sauvage? n'a pas obéi à des lois humaines, pour se développer. D'accord. Un bois dont on voit, des buissons, des arbres aux aux branches longues, heu, un peu morbides peut-être. Et pour répondre à ta question, Epéos, il n'y a pas d'autres portes dans cette, salle. Il y a Non. juste, le salon qui est remplacé, enfin, c'est la chambre en fait, elle a pas d'autres portes. Mhm. Elle sait qu'elle mène au salon normalement, là le salon est remplacé par ces sous-bois. Mhm. Non, ce que je voulais dire, c'est allons dans ces sous-bois, voir s'il n'y a pas D'accord, une porte qui d'accord, mène à un autre salon ou une autre très étape. bien. Tu tu t'engages tu rentres pardon, tu n'as tu t'engages dans les sous-bois, hem et tu vois cette lumière, heu, importante qui semble venir de plus loin, derrière un arbre, une lumière, je le disais, violacée, peut-être un peu, rouge, rose. Et elle est puissante? De là où tu es, tu vois qu'effectivement elle est puissante, elle est diffusée. Et vous avez peut-être trouvé que je fais une fixation, mais heu, j'essaie de voir si le bois pourrait être en rapport avec peut-être la vie d'Eva, c'est-à-dire est-ce que c'est un bois de conifères? Est-ce que ce sont des styles des chênes, des trucs comme ça, des persistants? J'imagine que c'est pas des séquoias, un truc qu'on trouve en Amérique du Nord. Heu, est-ce qu'il est vraiment lugubre? Est-ce qu'il y a du lichen qui dégouline, des branches? Ou est-ce que ça pourrait faire penser à une forêt, si la forêt de Fontainebleau? Je vais te laisser regarder tes MP dans lesquels tu auras ta réponse Mhm. Ah! et Mais mon hem brassard, il marche pas. ouais, c'est ça. Visiblement. Oups. Et donc Ewen, tu t'es avancé, dans ces bois. Tu vois donc cette lumière diffuse au fond. Il y a pas mal de fougères. Ça a l'air d'être, des bois à la fois denses, mais tu arrives à voir quand même, au-dessus de ta tête les étoiles, cette nuit.
Ah oui, la forêt est quand même bien inquiétante. Oui, tout à fait. J'essaie de repérer l'endroit. Je dois quand même avoir peut-être des connaissances en technique qui me permettraient d'essayer de retrouver la constellation, de voir si ça m'apporte quelque chose comme information. Regarde, dans le ciel, tu reconnais des étoiles peut-être. Mhm. Pas être déterminant. Tu sens comme si ce bois, t'était familier. Tu as l'impression d'être déjà venu ici. Mhm. Peut-être un bois, de Bretagne Mhm. et qui aurait été abandonné pendant plusieurs années, qui aurait amplifié, et tu tu vois une forme qui s'avance, pas très loin de l'endroit où tu te trouves. Mhm. Une forme, encapuchonnée, humaine évidemment, hein, encapuchonnée, heu, qui s'avance vers toi d'un pas sûr, mais qui ne fait pas trop de bruit dans les branchages. Je, je- Sa cape ne semble pas s'accrocher aux branches, aux ronces. je jette un coup d'œil au-dessus de mon épaule pour en même temps je leur dis faites attention à mes Tu jettes un coup compatriotes. d'œil Ouais. tu jettes un coup d'œil par-dessus ton épaule et en fait, il n'y a pas la porte par laquelle tu es passé. Il n'y a que la continuité du sous-bois et tu es seul. Bien, 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 bien. La silhouette s'avance vers toi, te fait un geste d'une main et tu vois une main féminine qui sort de cette longue robe, de cette manche. Elle t'invite à avancer, vers la lumière. Je m'avance, je fais bonjour. Son visage est masqué par les ténèbres, même si la lumière, violette, renvoie quelques reflets. Vu sa taille, ça doit être une femme plutôt petite et elle te répond en murmure. «Pourquoi n'étais-tu pas là lorsque j'avais le plus besoin de toi?» Je reconnais cette voix. Évidemment. Tu reconnais, la voix de Saskia, ton apprenti, Hmm. dont tu n'as plus de nouvelles depuis Paris. Et je tends la main vers elle. Je fais tu étais là depuis tout ce temps? Il s'écarte. «Où étais-tu? J'ai crié ton nom, tu ne m'as pas répondu lorsque les ténèbres se sont abattues. Je t'ai laissé le message. J'ai parlé de toi au Night. J'espérais qu'on puisse te retrouver. Tu étais notre espoir et tu t'es envolé. Tu as fui. C'était le chaos. J'aurais aimé te prendre avec moi, te sauver parmi ceux qui sont sortis de Paris. J'avance d'un pas. Je veux essayer d'arriver à l'attraper. Elle se recule, tu la manques de peu. Elle a l'air d'être assez mouvante, Hmm. dans cette atmosphère, elle se déplace plus facilement que toi. Tu tu voulais être reconnu, mais est-ce que c'est est-ce que c'est véritablement sous les appellations de lâche que tu veux être reconnu pour ton abandon?
effectivement, il s'est passé des choses horribles et moi-même j'ai été horrible. C'est la fin du monde, cet apocalypse, mais tu me connais, tu sais que je suis pas uniquement ça. À partir de là, j'ai rejoint les chevaliers, j'essaye d'aider, je veux t'aider. Viens avec moi, je vais te sortir de là. Je sais pas comment, mais on trouvera une solution. Calliope peut nous entendre. Je peux dire que t'es là, que tu fais partie de ces ombres. Je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas toute seule. Tu entends des rires d'enfants qui te déchirent le cœur parce que tu reconnais ces rires. Ils viennent de cette lumière au fond là-bas, ici. Tu reconnais les rires de ta fille. Ah, vraiment, je la vois, puis j'entends les rires, je vois les bois, et mais vous êtes tous là? Nous avons toutes été emportées par ta faute. Toutes. Mais je peux vous sortir de là, je fais des pas en avant vers cette lumière, Mais c'est trop tard. Comment peux-tu vivre en sachant que nous ne pouvons plus le faire? En sachant que tu avais le pouvoir d'éviter ça? c'était au-dessus de mes forces à ce moment-là, mais je peux lutter maintenant, je peux vous aider et je continue. Tu verrais l'œuvre que je fais à Camelot, tu verrais cette statue que je sculpte avec, avec ton stylo, Pour avec... des inconnus, pas pour ceux que tu aimes. Tu ne peux pas protéger ceux que tu aimes. Je fais tout mon possible pour... J'avance de plus en plus vite, je sais, vu que j'arrive pas à l'attraper, j'avance de plus en plus vite vers la lumière, je la regarde elle, je regarde la lumière et je fais ce n'est jamais trop tard et il faut garder espoir et j'essaie de me convaincre moi-même en même temps que je le dis pour aller vers cette lumière. Et je vais te demander un test. Un test de hargne. Euh, Ça veut dire avec quoi tu souhaites faire ce test. euh, avec quoi j'aimerais faire ce test? Un test de hargne avec... Là, c'est vraiment essayer de chercher ce que je peux voir dans cette lumière, me rapprocher de ça. Donc, soit sang-froid pour garder mes moyens, continuer, soit perception pour essayer de suivre cette lumière, mais c'est un petit peu tiré par les cheveux. Ou plutôt sang-froid? Peut-être plutôt sang-froid. Hem, tu tu suis cette lumière, tu suis cette femme encapuchonnée, jusqu'à la lumière qui est une lumière, extrêmement aveuglante. Une lumière chaude dans laquelle tu sens comme une présence rassurante de tes proches, de ceux que tu n'as plus. Et et quelques instants plus tard, alors que tu es en train de faire ces derniers pas vers la lumière, cette forme encapuchonnée semble avoir disparu, en même temps qu'elle s'est approchée de la lumière, comme si la lumière l'avait absorbée, comme si elle avait fondu à l'intérieur. Et tu vois donc lorsque tu retrouves ton sens de la vue, tu vois, un tu vois une immense cathédrale.
Tu n'es pas le seul à voir une immense cathédrale. Pendant que je m'avançais, comme je disais, je disais, mais je vais vous montrer mon œuvre. Voir, je, je- même si vous êtes plus là, je commémore votre vie, votre souvenir. J'essaie de montrer ça. Et j'arrive dans la D'accord. cathédrale au moment où j'essaie de visualiser cette statue et peut-être la matérialiser devant moi. Et c'est encore plus beau ce que je vois. Enfin, je sais pas, tu me décrire la cathédrale, mais... En fait, cette chaleur lumineuse au bout de ce chemin caché derrière les arbres, dans cette forêt bretonne sauvage, peut-être une forêt d'enfance, c'est une chaleur réconfortante. Tu as l'impression d'avoir réussi cette épreuve. Tu as l'impression d'avoir retrouvé tes proches, ou en tout cas d'avoir peut-être calmé certaines angoisses Hmm. que tu avais en toi. Et je te le disais, cette lumière qui t'englobe, qui devient aveuglante et qui laisse place à une grande cathédrale. Une grande cathédrale qui est très étrange. Elle a l'air d'être baignée, dans les profondeurs, comme un océan bleu. Il s'y trouve des formes, peut-être des restes de sépulcres, peut-être des tombeaux tout autour. Cette cathédrale, c'est le cœur peut-être d'un immense cimetière, avec des églises de toutes formes, de toutes tailles qui volent, flottent dans les flots. Ikyo, tu es consciente de tout ce qui t'entoure, mais tu es enfermée. Tu es enfermée dans un cercueil dont tu sens les parois de bois. Hein, Que fais-tu? situation fort agréable. Bah, forcément, premier réflexe, tenter de soulever le couvercle. Il résiste. Il résiste malheureusement et tu sens au-dessus de toi, une présence, mais pas une présence bienveillante. Tu sens une présence et tu vois, malgré, le fait d'être dans un endroit confiné, obscur, tu sembles être comme capable de voir autour. Tu vois cette assemblée qui, se recueille devant ton cercueil. Mais les gens qui sont là, parmi lesquels tu reconnais, tous ces visages qui ont, égrené ta vie, aucun ne semble particulièrement triste. En tout cas, certainement pas, celui de celle qui prend la parole, ta sœur, Naomi. Tu reconnais sa voix et elle semble faire un éloge funèbre. Tu es en train d'assister à ton propre enterrement. «Mes très chers frères et sœurs», dit-elle, «nous sommes ici réunis pour commémorer, la fin pitoyablement obscure d'un homme, Ikkyo, dont la vie fut aussi vide que cette assemblée. Un homme qui prétendait incarner le sacrifice et qui n'a récolté en retour que le silence accablant. Regardons autour de nous. Qui pleure Ikkyo aujourd'hui? Personne. Quelle est la valeur d'une vie qui s'achève sans écho? Ikkyo a passé son existence à chercher une place parmi nous, à bâtir des liens destinés à s'effriter.
comme des châteaux de sable à la marée. Frères et sœurs, quel triste spectacle que celui d'un homme qui s'est éteint en croyant au héros, au sacrifice, alors qu'en vérité, il n'était qu'une ombre parmi tant d'autres. Une ombre oubliée avant même d'avoir disparu. Les Écritures nous enseignent la valeur du sacrifice, mais n'oublions pas qu'elle nous met aussi en garde contre la vanité. Et quelle plus grande vanité que de donner sa vie pour une cause déjà perdue. Notre frère, mon frère, Ikkyo, a cru qu'en mourant, il pourrait peut-être enfin faire partie de quelque chose. Ironie cruelle, n'est-ce pas? Mort comme il a vécu, seul, sans que personne ne s'en soucie réellement. Nous pourrons prier le repos de son âme. Oui, nous pourrions. Mais entre nous, quelle différence cela fait-il? Ikkyo est parti comme il est venu, enveloppé d'insignifiance, son existence, une brève note discordante dans une grande symphonie de la vie. Et en ce jour de deuil fin, ne nous attardons pas plus sur ce qui pourrait être ou sur les lames que personne n'aura jamais versées. Regardons cette tombe vide et demandons-nous si une vie se termine et que personne n'est là pour s'en apercevoir, a-t-elle vraiment eu lieu? Que cette pensée vous accompagne, frères et sœurs, vous qui êtes réellement mes frères et sœurs. Et alors que nous retournons à nos vies, inchangées et indifférentes à la triste farce que fut celle d'Ikio. Amen. Dans ta boîte, Ikio, comment vis-tu cela? Elle n'a pas tort, d'un certain point de vue. Maintenant, très bien que ceci n'est pas la réalité et je ne laisserai pas cette, entité maléfique avoir raison de ma foi et de la raison pour laquelle je suis là, si je m'en souviens encore. Tu te souviens vaguement que tu étais venu là pour te sacrifier encore une fois? À mon corps défendant, bah, je vais tenter d'intensifier ma pression, sans vouloir, du moins sans me laisser céder à la panique. Ça pourrait rapidement arriver, être enfermé comme cela, ça peut être, abominable donc je l'ai déjà vécu. Donc Je te demande un test dans ce cas-là de sang-froid pour ne pas céder à cette panique. ouais, ça va être dur. Heu, Bah, oui, 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 je vais y mettre, toute ma ouais, ouais, c'est vrai que pour la foi, c'est compliqué, hein. Ma hargne peut-être. Mmh. Me fait violence pour me convaincre que tout ceci n'est pas réel. Tu fais pression sur la porte, sur cette tu te demandes même si c'est du bois, si c'est pas d'une dalle, si tu n'es pas dans un tombeau, si tu n'as pas déjà été enterré, en fait, si tu n'es pas même sous des kilos de terre. Ta foi sans doute, ou ton espérance, arrive à briser cette pierre au moment où tu sors. Tu es aveuglé par cette lumière chaude. Tu ne vois pas, les gens qui sont autour de toi, parce que tu es vraiment dans ce brouillard, chaud et hem et enveloppant. Limite réconfortant. Limite réconfortant. Et autour de toi, tu vois cette lumière diffuse qui finit par baisser en intensité pour réaliser, en fait, l'endroit où tu te trouves. Il s'agit d'une grande pièce qui donne sur l'extérieur, un extérieur qui est trop lointain pour être vu. Une grande pièce
avec de grandes baies vitrées dorées, un sol, miroitant et tout autour des miroirs d'ailleurs, qui reflètent, cette forte lumière tout autour de toi. Tu dois plisser les yeux pour arriver à te faire une place, pour arriver à savoir où tu es. Une sorte de galerie des glaces immense qui n'en finit pas ou peut-être un labyrinthe. Que fais-tu? Effectivement, je plisse les yeux parce qu'il y a beaucoup de lumière et je regarde autour de moi, heu, pour chercher à sortir, de cette zone de miroir. Tu cherches une sortie, Ouais. et tu te déplaces. Tu te déplaces et tu vois ce qui est reflété par le miroir. Ce n'est pas juste toi. Tu te vois, toi plus jeune, toi plus âgé, toi en Russie, toi et ton père et toi, ton père, ton père. Tu réalises à quel point tu lui ressembles. Pas physiquement, tu tiens beaucoup de ta mère, mais dans les traits, dans l'attitude, dans la façon de te comporter, tu retrouves dans ce miroir son portrait. Il se déplace comme toi et tu le vois en toi. Tu te sens autoritaire, comme tu le sais qu'il est capable de l'être. Et tu te revois dans ces différentes crises que tu as dû gérer avec autorité. Ce moment où tu as dû t'imposer auprès de tes compagnons peut-être. Et puis dans un des miroirs, tu vois ce moment où tu n'as pas su t'imposer. Tu as laissé faire celui qui savait. Dans un des miroirs, tu vois Tristan. Il est Vous êtes encerclés par tous ces rebuts et Tristan te dit d'une voix, forte, il a la situation bien en main. Tu revois ce souvenir et tu sais comment ça se termine. Parce que peut-être aurais dû-tu prendre, remets les mots dans l'ordre que tu veux, le lead à ce moment-là. Tu ne l'as pas fait et tu sais, la fin dramatique. Tu revois cette embuscade. Comment réagis-tu devant ces miroirs? D'abord celui de ton père, celui de toi en fait, mais ton père. Ce premier miroir, enfin ce premier non, le miroir où je vois mon père, je vais m'en approcher, déjà pour vérifier que c'est bien un miroir, que c'est et quand je touche la surface et que je me rends compte qu'effectivement, ben, mon reflet et que c'est celui de mon père, heu, j'ai un mouvement de recul très vif, presque de dégoût en fait. Hem Et puis très vite, je reprends contenance et je vais simplement fixer mon père, le toiser, un peu avec mépris. Il me rend ce regard plein de mépris et je reconnais en fait le regard qu'il me portait, ben, déjà à l'époque. Donc ça me surprend à peine et après quelques secondes, je vais simplement détourner le regard parce que ça sert à rien en fait. C'est quelque chose que je veux sortir de ma vie, cette vision de père méprisant, qui me toise. Et donc je vais arriver sur ce miroir. Moi si tu Mais veux. quand tu regardes ce miroir, hein, quand tu vois ce père méprisant dont tu veux te détourner, tu te vois toi-même méprisante. Oui, Tu te tout à vois fait. toi-même autoritaire. Et c'est pour ça que je me détourne. Parce qu'en fait, cette vision de moi-même me dégoûte. Enfin, je veux pas être cette personne et voilà, je me détourne de là pour,
pour me sortir ça de la tête, pour pas être dans cet état d'esprit. Bien. Ensuite, je le disais, ce miroir où tu revis cette scène douloureuse qui te hante régulièrement les nuits. Là, c'est différent. Là, je pense que je vais tout simplement, me figer devant ce miroir et cette scène, je la revois dans mes rêves, elle est présente évidemment souvent, mais elle est floue, il manque des morceaux, c'est un peu modifié et cetera. Là, je la revois telle que je l'ai vécue à l'époque et c'est douloureux et je pense dans ma tête, je me hurle, «Vas-y, agis, fais quelque chose, dis-lui de partir, tu sais comme ça finit». Et en fait, j'en suis incapable et je vais tout simplement, me mettre à pleurer et c'est quelque chose qui ne m'arrive jamais parce que je suis toujours dans la retenue. Là, je vais accepter de laisser couler toutes les larmes de mon corps parce que c'est la pire chose qui me soit arrivée ces dernières années, en fait. Donc voilà, j'accepte que enfin, je laisse tomber la retenue. Fais-moi un test dans ce cas-là en savoir, pour cette sagesse que tu cherches à acquérir. Yes, ça va être savoir et ça va être instinct parce que c'est vraiment un réflexe, purement instinctif. Réaction émotive, émotionnelle que j'ai pas l'habitude d'avoir, mon instinct qui est à l'épreuve. Tu parviens à te détourner des miroirs lorsque le temps passe, lorsque la culpabilité, s'affaiblit, lorsque le déshonneur ou la honte, cesse de t'étreindre, pour ton père d'abord, d'abord Tristan puis ton père. Et cette lumière des miroirs est toujours, très, très vive, très, très forte. Elle est presque aveuglante, elle est chaude un peu, elle te réconforte. Elle paraît, familière. Tu sens d'ailleurs cette odeur familière. Tu sens cette odeur de macadam. Tu sens cette odeur de rue. Cette odeur, que tu reconnais, que vous reconnaissez comme étant celle de l'Arche Humanité, l'Arche de Londres. Vous êtes, à un carrefour. Vous avez le sentiment d'avoir passé un cap en vous et vous regagnez 5 points d'espoir. Oh! Et ce cap, malheureusement, vous êtes les seuls à l'avoir passé parce que devant vous, vous êtes à un carrefour entre plusieurs conforteresses. Au centre de ce carrefour, en plein centre, se trouve une jeune fille rousse en train de elle est silencieuse, regarde, autour d'elle et vous voyez très distinctement, quelqu'un à ses côtés. Peut-être qu'il lui suggère quelque chose à l'oreille. Vous reconnaissez ce quelqu'un, même si pour chacun de vous, il a un visage différent. Ikyo, tu reconnais Naomi. Ewen, tu reconnais Saskia. Irina, tu reconnais ton père, Vladimir. Et il lui murmure quelque chose à l'oreille. Des centaines de personnes sont là, amassées, tout autour. Le silence se fait, même si vous voyez le violon entre ses mains.
et elle regarde cette foule immense, des centaines, peut-être des milliers d'anonymes qui attendent auprès d'elle. Je vais relancer Foundry parce que j'ai un bug de musique. Est-ce qu'on pourra se rapprocher d'elle? Je te laisse finir la description. Tout à fait. Elle, elle commence à jouer et pour le moment, il te semble compliqué d'avancer. Il y a une foule dense entre toi et elle, entre vous et elle. Et est-ce que vous entendez le son? Non. Si. Oui. OK. Moi, je l'entends pas. C'est pas normal. OK. Hem, elle, commence à jouer. Elle commence à jouer et hop, je vais régler le son pour que ça soit pas, voilà, pour que ça soit gérable. Mais le stress et la peur, la terreur même, lui font faire de fausses notes. La musique en plus ne semble pas plaire aux gens qui sont présents. Au milieu d'une phrase musicale pardon, son conseiller, son guide, lui glisse des mots à l'oreille, se penche pour lui murmurer et sa musique devient cacophonique. Dans l'assemblée, un homme réagit violemment à cette cacophonie. Il sort un long couteau et il fonce vers elle. Faites-moi un test de perception. Elle tente, quand bien même cette attaque, de maintenir sa pression, de maintenir son jeu. Perception instinct. Perception, instinct. On pense savoir déjà qui c'est. Oui. Vous Oui, vous savez qui c'est. En plus précisément, vous remarquez 2 choses. La première, c'est qu'il est rempli de d'une trace noire de désespoir. Il en est presque couvert, c'est figuratif même, comme si du pétrole était sur lui. Et ses traits sont visibles néanmoins. Vous reconnaissez, Alistair Dante. En fait, non, quelqu'un qui lui ressemble beaucoup. Et là, vous plongez dans les souvenirs d'Eva. Vous vous souvenez, quelques mois après son arrivée à Londres, après ce retour difficile, l'un des premiers concerts qu'elle a donné. Vous vous souvenez de ce concert comme si vous y étiez. Vous vous souvenez de cette musique qu'elle avait entonnée et de cet homme fou qui avait commencé à poignarder le public. Le désespoir, les désespérés, c'est ainsi qu'il se manifeste. Elle n'avait pas réussi à le sauver et lui, il avait tué. Tué ces gens qui étaient venus, qu'elle avait rassemblés, qui étaient venus pour elle. Il s'était tranché la gorge. Et sa ressemblance est frappante avec Alistair Dante. Que faites-vous? J'avoue, enfin, Epeios c'est figé. Ce monde, Ok. je sais pas les autres. Gabriel. Je vais foncer. Je vais tenter d'avoir une trajectoire d'interception de l'homme qui se jette sur elle. Soit de le percuter, soit de me mettre entre elle et la lame de son couteau. Très bien. Et toi, Irina?
Je commence à comprendre qu'en fait, elle a peur que ça ne plaise plus, que tous ces gens deviennent des désespérés par sa faute et je vais faire un truc qui me semble très intelligent sur le coup et qui va vous paraître très stupide. Je vais me mettre à applaudir très fort et à siffler comme si c'était, la plus belle chose que j'ai entendue de ma vie, alors que c'est clairement cacophonique. Ça va servir d'une à essayer de la rassurer et de 2 à détourner l'attention, peut-être de la personne qui voulait foncer avec le couteau. Nous avons un Ewen qui reste encore figé Mmh. au milieu de cette foule. Nous avons un Ikkyo qui, la fend cette foule, ou en tout cas qui cherche à la fendre pour bondir peut-être, revêtu de son armure. D'ailleurs vous êtes tous les 3 revêtus de vos armures. Ah. Qui tente de passer à travers, pour intercepter, cet agresseur et Iseult qui est dans ce plus bel dans sa plus belle joie, pour essayer de remotiver, Eva Carpenter ou de détourner l'attention. La suite, la prochaine fois. Oh. Mais non! Déjà! Oh, c'est immonde! J'avoue, c'est pas cool. Ah, c'est cruel. Hem, OK. C'est voilà, j'ai bien aimé, moi j'ai surtout bien aimé la partie d'Ewen avec, le pouce qui le pousse le pousse au désespoir et Ewen, heu «Mais je fais une statue à votre effigie!» Ils sont tous morts Mais et je lui: suis «Mais gentille! regarde, j'ai fait une super statue dans mon garage pour vous!» mais «On est tous morts à cause de toi!» C'était tellement Mais Ewen. je fais des trucs super beaux, je suis vachement important. J'ai adoré, j'ai kiffé.